Et bonjour à tous, c'est Dumble J pour Squash FM et on se retrouve pour un nouveau récap de Dynamite. Ça faisait un petit moment, il y avait eu une petite pause, mais on se retrouve. Il y a eu des épisodes pas très passionnants et le timing était un peu serré pour moi. Il y a eu un petit départ en vacances, il y a eu 2 semaines d'interruption, on n'avait pas eu beaucoup de coupures, mais voilà, là malheureusement il y avait un petit peu besoin cette fois-ci. J'avais pas trop le choix, mais on se retrouve pour ce récap de Dynamite cette semaine au Cross Insurance Arena de Portland dans le Maine, devant un petit peu plus de 2800 spectateurs. Et on commence tout de suite avec les Young Bucks et Chris Jericho qui affrontent Andrade, Mark Davis et Ricochet. Un match assez dynamique pour ouvrir le show, un peu spécial là de 3 heures cette fois-ci, encore une fois. Bon, en go home show de Double or Nothing, c'est un peu moins dérangeant, mais bon, on va y revenir plus tard sur cette troisième heure qui a été quand même assez décevante, on va dire. En tout cas, pour ce match-là, des bons catcheurs sur le ring qui font un petit match d'exhibition avant le Stadium Stampede de Double or Nothing. Il y a des moments sympas qui accrochent des bonnes réactions publiques, comme là le Triple Hurricane Rana ou le Rico Salt pour interrompre un tombé pendant le match. C'était assez sympa à voir. Finalement, c'est l'équipe de Ricochet, Mark Davis et Andrade qui vont l'emporter suite à une intervention de David Finlay et Clark Connors, qui vont permettre à Ricochet de prendre la victoire avec un coup de Chilela. Je sais pas trop comment le prononcer en français. Un coup de sceptre au final, hein. Le coup de sceptre de David Finlay, qui vient donner la victoire à son équipe et pour prendre l'avantage justement Sam Stampede. On pourrait y revenir quand même parce que du coup, forcément, il y a eu coupure ces dernières semaines. Vous savez déjà un petit peu mon avis sur le retour de Jericho et la rivalité contre Ricochet, qui je trouve s'enlise un petit peu. Franchement, j'ai rarement eu aussi peu de hype de mon côté pour un Stadium Stampede. Déjà, moi de base, c'est pas mes matchs préférés. Même si j'aime bien, je trouve le gimmick sympathique, etc. Je trouve que ça a tendance à attendre toujours un peu en longueur et à chercher un petit peu la réaction facile avec les musiques au début, etc. Bon, maintenant, j'aime bien le principe d'avoir des matchs gimmickés que tu fais régulièrement. Et pour le coup, pourquoi pas. Tu fais un match dans un stade, donc tu fais ton stadium Stampede. Je comprends complètement ce qu'ils veulent faire. Maintenant, là, il y a quand même un peu ce sentiment de l'avoir mis pour le maître. Le match est vraiment pas très intéressant. Il y a rien de personnel entre personnes. C'est un peu un match fait pour la blague, par la blague. Les participants sont cool pour la majorité, donc pourquoi pas. Mais ouais, même leur syndicate qui se retrouve là, on sait pas trop pourquoi. Bon, si, ils aiment pas trop Jericho. Ils aiment pas trop Ricochet. Ok, certes. Mais est-ce que pour un retour, il y a peut-être pas un truc plus intéressant à faire avec eux? Alors certes, t'avais pas envie de les remettre sous une division par équipe parce qu'ils étaient occupés, mais il y a plein de petits trucs comme ça qui font que ça marche moins bien, je trouve. Ça s'implémente pas super bien. Donc, je suis un peu déçu. Hein, un peu déçu de ça. Même les line-up, malgré le fait qu'il y ait que des bons catcheurs, c'est pas des line-up qui me donnent plus envie que ça. Donc, ouais, pour l'instant, c'est une de mes grosses déceptions. Entre autres, parce qu'après, Sam Stampede, c'est pas les matchs que j'attends le plus, mais bon. Je sais que c'est des matchs que les gens aiment bien en général, et je pense que c'est pas quelque chose qu'ils doivent apprécier, ce build-là non plus. N'hésitez pas à me dire si vous êtes satisfait. Bon, je pense que non. Quand je vois les réactions sur les réseaux sociaux, j'ai pas l'impression. Mais n'hésitez pas à me dire si peut-être j'abuse un petit peu. De toute façon, sur le reste du show, vous allez m'entendre un peu grogner aussi sur le reste de construction. Bon, après le match, ça part à la bagarre entre tous les membres du Sam Stampede, histoire de faire une petite preview. Ça se bagarre un petit peu en tous les sens. Et bon, bah, c'est les moments là où typiquement, moi, j'aime pas. C'est qu'en fait, c'est des longs moments de transition entre les spots. Donc c'est vrai que c'est pas trop des matchs que j'aime énormément. Donc voilà. Mais bon, ça c'est mon avis. Je comprends que ça puisse plaire. Bon, en général, je trouve que les 10 premières minutes sont sympas et puis après, au bout d'un moment, ça se tasse, quoi. Darby Allin, en interview avec René Paquette pour teaser le match contre Mike Bailey plus tard dans la soirée. René qui va lui demander pourquoi il continue de se mettre en danger en défendant son titre aussi souvent. Lui va répondre que il y a que comme ça qu'il se sent véritablement champion du monde au final. C'est sa justification. En fait, il se doute que ça peut se terminer maintenant. Comme il le disait la semaine dernière quand il faisait la signature de contrat, il se sent vivant dans ces moments-là. Il a l'impression d'être que voilà, il pense pas à l'héritage qui va laisser à ce titre. Actuellement, il est champion du monde. Il a envie de se sentir champion du monde, donc il défend son championnat du monde. Moi, ça me plaît bien comme idée. Ça permet aussi de varier les styles et de montrer que c'est possible de fonctionner comme ça. J'aime bien. J'aime bien cette idée. Thomas Ciampa
contre Mark Briscoe dans un Anything Goes. Un très bon match. J'ai beaucoup aimé. Bon, tout de suite, bon, en plus, je suis tout le temps ravi quand il y a Tommaso Ciampa dans des matchs comme ça. Mark, qui veut prendre sa revanche sur Ciampa, qui a mis voilà, au repos forcé pendant quelques semaines. Et on sent qu'il est revenu en forme parce que le match, il commence fort. Un petit spot gag également où Ciampa, en fouillant dans une poubelle, il va se coincer la masse, une tapette plutôt une tapette à rat vu la taille de la machine. Je vous épargne quand même un petit peu la vidéo de la râpe au fromage. Il y a un spot râpe au fromage, j'ai mis la photo dans la foulée parce que j'ai moi-même un peu de mal à regarder, mais c'est très original et plutôt bienvenu. Il faut toujours trouver comment se renouveler en genre de match et c'est pas facile. Et franchement, là, c'était bien fait, j'ai trouvé. Euh, un match chaotique au possible, où Ciampa va même s'en prendre à la pluche de poulet qui accompagne Mark Briscoe. Séquence marrante où il va demander à l'arbitre de compter le tombé pour être interrompu par Mark qui tire la jambe de l'arbitre. Donc voilà, le match qui mélange un petit peu de goofy, un petit peu de cartoon, avec un match sérieux, un match un peu sanglant et tout, avec des spots sympas à suivre. Bon, franchement, je pense que c'est peut-être un de mes matchs format télé préférés de cette année. Pourtant, il y en a eu des très bons. Là, celui-ci, et en fait, il propose quasiment tout ce qui est possible de proposer. Il habille bien ses phases de pub avec des spots un peu plus goofy, un peu plus marrants. Donc, ça a bien marché pour moi. Ça a bien marché de mon côté. Je pense que ça a plutôt bien marché au global. Puis le public était très réactif dans l'ensemble. De toute façon, l'opener aussi, le public était bien. Il s'est calmé sur la troisième heure. Mais bon, je peux pas les blâmer là-dessus. Finalement, Maurice prendra la victoire via son Froggy dans un match très très cool à suivre. Si vous avez l'occasion de regarder qu'un seul match sur ce Dynamite, je vous recommande celui-là. Vous fermez les yeux au moment où Mark Briscoe sort la râpe à fromage. Vous les rouvrez 30 secondes après. Enfin, Thomas Ciampa, pardon, qui sort la râpe à fromage. Vous les rouvrez 30 secondes après et ça ira. Le reste est quand même très regardable. Euh, mais bon, moi, à titre personnel, j'aime pas la fromage, mais j'adore le fait qu'ils pensent à faire ça. Je suis toujours très partagé en ce moment. Je trouve le spot génial à sortir, mais c'est irregardable pour moi. Mais c'est génial à faire, quoi. Donc voilà, très très bonne idée. Et puis, toujours pareil, c'est cool que ce genre de match, ce genre de spot puisse exister. Pour pas rendre voilà, le catch trop aseptisé, c'est quand même des spots qu'on ne voyait pas à la télé avant parce qu'il n'y avait que WWE qui proposait quand même une version très soft du produit. Maintenant que l'élite est là, et bon, bah, on se rappelle aussi de la période de Nick Gage avec la roulette à pizza dans son match contre Chris Jericho. Là, il y a également bah, voilà, ce spot-là de la râpe à fromage. Bon, c'est dommage qu'on n'ait pas eu une petite pub pour le gruyère en même temps. Mais bon, pour un petit peu des mentales. Mais bon, voilà, ces Américains, les États-Unis sont tous intolérants au lactose, donc difficile de faire mieux. Sauf ces clones qui voulaient se rendre au ring pour faire une petite promo, mais qui se fait attaquer pendant son entrée par Bandido. Les deux se cherchent depuis quelques semaines. Une grosse bagarre entre les deux avant le match à Double or Nothing. Finalement, Bandido va prendre l'avantage et réussira à faire fuir Serve. Il n'y a pas grand chose à en dire de ce match-là. Enfin, en tout cas de ce segment-là. Ça tease le match. C'est un match que j'ai envie de voir. De toute façon, c'est deux excellents catcheurs qui vont faire un excellent match. C'est peut-être le match sur lequel j'ai le plus d'attentes sur le niveau dans le ring de la carte de Double or Nothing. Donc je suis curieux de voir ça. Et Bandido, par contre, il a l'air in shape. Hein. En ce moment, ça faisait longtemps que je l'avais un peu perdu de vue, que je regardais un peu moins. Et là, Bandido, il a pris du muscle. Hein. Je sais pas s'il compte faire un run de champion du monde, mais il fait les muscles pour. Willow, backstage, la rumeur enflait ces derniers temps qu'il va faire une promo pour dire à quel point elle tient à ce règne de championne TBS. Et elle va annoncer que voilà, elle s'est blessée à l'épaule lors de son match contre Red Velvet. Et elle va devoir déclarer forfait du Owen Hart et rendre également vacant le titre TBS. Je suis un peu partagé là-dessus parce que je trouve que Willow faisait une super championne TBS. Maintenant, je trouve que alors, c'est pas contre elle ce que je vais dire, donc ne comprenez pas mal ce que je veux dire, mais je trouve qu'elle encourageait un peu la fainéantise de Tony Khan en tant que championne TBS, parce que c'est une personne que les gens aiment bien, que tu peux te permettre de ne pas sortir, juste si si tu l'agites un petit peu à tes choix en disant je vais faire mon match à collision, je vais défendre mon titre, machin, les gens sont contents, et je trouve que ça encourageait un petit peu de fainéantise autour. Maintenant, c'est pas parce qu'elle a acheté le titre que se dire que ça va être bien. C'était très bien que Willow elle ait ce spot-là. Je trouve que Willow devrait être plus haut dans la carte que ce titre TBS, que ce titre par équipe.
Je pense que ça devrait être une vraie contender au titre mondial régulièrement et malheureusement, c'est pas le cas. Donc du coup, son spot passe en wildcard. J'ai pas trop vu de rumeurs sur qui ça pourrait être. Forcément, la rumeur Mercedes Moné enfle de plus en plus. Il y a déjà Sarri également qui est annoncé, mais qui en même temps, visiblement, a l'air d'être un peu blessé, mais qui serait de retour juste avant son match. Bon, moi, je suis très heureux de voir Sarri. Hein. Moi, je considère que c'est la meilleure catcheuse du monde aujourd'hui. En tout cas, l'une des, peut-être. Mais donc, je suis ravi de la voir sur la télé All Elite, juste après, une fois qu'elle a fait son apparition chez Ring of Honor. Puis là, sur un tournoi Owen Hart, où en plus, on peut peut-être la voir une, deux ou trois fois même. J'espère qu'elle ira vraiment le tournoi parce que c'est une catcheuse qui gagne à être plus connue. Et puis bon, c'est une des meilleures catcheuses du monde. Moi, je suis content si elle fait des matchs. J'aimerais juste pas qu'elle signe chez Elite définitivement. Mais pour faire des petites apparitions comme ça me va très très bien. John Moxley contre Kyle O'Reilly. Mox qui veut se venger des 2 défaites qui cumulent sur Kyle alors que lui, il l'a battu qu'une seule fois en 2022. Mox qui va prendre l'avantage avec un coup de poing dans le foie. Trop rarement utilisé comme coup. Comme petit. Alors, du coup, pas coup bas, hein, coup autorisé au final. Mais en plus, très bien vendu par Kyle O'Reilly. Bien aimé également, ce qui aurait dû être le cas avec les matchs de spray quand il vendait la nuque. Mais l'arbitre vérifie si Kyle veut abandonner après le coup dans le foie. Et une fois que Kyle O'Reilly dit bon bah non, je continue le match, je veux pas me rendre, et ben il laisse le match faire et il laisse John Moxley profiter de son avantage. Et ça, c'est ce qui aurait dû se passer plutôt que des interruptions de 4-5 minutes dans les matchs de Will Ospreay qu'on avait eu. Ça, c'était une très mauvaise idée. Là, comme ça, c'est bien fait. John Moxley prend un avantage, il profite de son avantage. Sinon, l'autre, il a qu'à déclarer forfait. Pas mal de rappels au match précédent entre les deux, hein, notamment avec Kyle O'Reilly qui tente de placer son Uncle Lock à plusieurs reprises. On est sur un match plus méthodique et plus tactique que les précédents de la soirée. Finalement, 20 minutes qui vont pas suffire à départager les deux compétiteurs, malgré que Kyle ait bloqué John dans son Uncle Lock sur la fin de match, et la cloche va sonner avant que Moxley n'abandonne. Kyle obtient donc son title shot pour le titre continental, et il va prendre le micro dans la foulée et déclare qu'il veut un match sans time limit. J'en ai déjà parlé à un moment, très longuement, du fait que j'aime pas qu'il demande des matchs sans time limit pour le titre continental. Le titre a une stipulation qu'il rend à part. Si on enlève cette stipulation, le titre ne sert à rien dans le match. Si tu veux que le titre soit en jeu, tu dois respecter les règles du titre. Si tu veux affronter Moxley sur un match d'une heure, d'une demi-heure, de 100 time limit, et il faut que le titre ne soit pas en jeu. Pour moi, il faut accepter les contraintes du titre si on veut qu'il fonctionne correctement. Et je trouve que le fait de casser les règles dès que ça t'arrange, ça me dérange un peu. Donc ouais, j'aime pas trop. Ou alors, si tu veux les tordre, tu les tordes, mais de manière officielle. Tu fais un truc de bon, bah écoutez, voilà, si c'est un match nul au bout de 20 minutes, automatiquement, et on rajoute 5 minutes, mais par contre, peut-être qu'on passe sur un compte de 2. Voilà, je dis n'importe quoi, mais si on tord les règles, il faut le faire de manière officielle pour moi et dire bon, bah écoutez, il y a le droit d'avoir de l'overtime ou de l'extra time sur le site continental. Par contre, maintenant, il y a une règle fixe qui impose comment. Sinon, on annule tant qu'à faire la time limit, hein, si ça vous embête pour booker les matchs. Et à ce moment-là, on fait tel quel, quoi. Ça devient un titre classique parmi les autres et on le book comme un titre classique parmi les autres. Mais ouais, c'est juste pour ça. J'aime pas ça. Je sais qu'il y en a qui ça dérange pas parce qu'ils ont envie de voir un Kyle O'Reilly contre John Moxley dans un match de plus de 20 minutes et quitte à ce qu'ils s'affrontent et qu'il y a un titre dans les deux qui s'affrontent pour le titre. Moi, ça me plaît pas. Si tu imposes des règles à ton titre, pour moi, faut les respecter. Maintenant, voilà, chacun a son avis. Je comprends totalement ceux qui en ont rien à fiche au final de ces règles de titre. Moi, je pense que si tu les mets, il faut les respecter. René Paquette avec Hikaru Shida et Chris Statlander qui vont teaser les participations dans le One Art. Il y a un peu de tension entre elles toujours. Et voilà, Statlander qui se méfie de plus en plus d'Hikaru Shida. Pas grand chose à dire. De toute façon, Statlander n'était pas cleared pour ce soir de ce qu'elles avaient l'air de dire, mais elle le sera pour Double or Nothing. Donc rien de nouveau sous les cocotiers. Après ces victoires des présentes semaines, Rouge veut un match pour le titre de champion du monde qui va demander la semaine prochaine. J'aime bien l'idée parce que du coup, ça pousse à penser que Darby va gagner, mais en même temps, la stipulation du match laisse à penser que MJF va gagner. Donc c'est bien pensé, on contrebalance, on se dit ah non mais on joue sur le fait que les fans
en général, savent décrypter un peu les règles du catch, surtout les fans de WWE qui sont plus souvent public de marque, de ce marque qui va un peu réfléchir, qui connaît un peu les ficelles du métier. Donc, j'aime bien l'idée de faire un petit 50-50 à ce niveau-là. Ça, c'est bien pensé, j'aime beaucoup. Mais voilà, rien de plus intéressant là-dessus. On verra rouge un petit peu plus tard dans la soirée. Athena et le Triangle of Madness contre Alex Windsor, Jamie Hayter, Mina Shirakawa et Thunder Rosa. Match, voilà, hein, pour réunir une grosse partie des participantes au One Art. Le match va pas proposer grand-chose d'intéressant. Il va se terminer par un Black Mist sur Thunder Rosa, qui aura été la seule à se démarquer un petit peu dans le match, suivi d'un roll-up de Teclar pour le compte de 3. C'est un petit peu le résumé de cette division féminine chez Elite Wrestling aujourd'hui. C'est-à-dire que on essaye de mettre le plus de femmes au même endroit, au même moment. Ça fait une caution, dire regardez, je les ai mis vos mesdames, arrêtez de m'emmerder. Euh, on attend que les gros événements calendaires pour faire quelque chose un peu d'intéressant avec les femmes et qu'elles aient un peu plus de temps d'antenne. Là, ça va être avec le Owen, où elles auront peut-être le droit d'avoir 2 matchs de plus de 5 minutes sur une carte. Mais ouais, en plus, pour le coup, le match est placé sur la carte un peu avant le main event. Euh, les gens ont complètement déconnecté à partir de ce match-là parce qu'il se passe vraiment pas grand-chose. J'ai l'impression de répéter la même chose toutes les semaines à ce niveau-là. Ça me plaît pas. J'aime pas ce qui est fait. Et ça me pose un problème assez profond sur ce que fait All Elite de sa division féminine. Ouais, ce qui me dérange. Ce qui me dérange. Je vais pas répéter ce que je dis en boucle, mais voilà. Juste, ça m'embête. Mox, backstage, qui va remercier Kyle O'Reilly de le pousser à devenir meilleur parce qu'il parvient pas à gagner contre lui. John d'ailleurs va accepter le challenge de Kyle O'Reilly pour Double or Nothing et ils s'affronteront donc pour la 7ème fois lors de Double or Nothing dans un match sans time limit. Je vais parler de la time limit avant, je vais pas rebondir dessus maintenant. Mais voilà. Donc match officialisé pour Double or Nothing. Mike Bailey contre Darby Allin pour le titre mondial masculin. Après avoir suivi psychologiquement sur les semaines précédentes, c'est MJF qui à son tour va venir s'installer à la table des commentateurs, qui va tenter de mettre un petit peu de pression sur Darby Allin. Ce qui va permettre d'ailleurs à Speedball de prendre l'avantage sur le début du match. Un petit spot sympa, alors que le match va se déplacer au niveau de la table des commentateurs en dehors du ring. Darby va coincer le pied de Speedball sous les marches en acier. Un peu après, alors que là Darby pensait prendre la victoire, MJF va venir mettre le pied de Mike Bailey sur la première corde pour empêcher le compte de 3. Ouais, assez rigolo à voir, comme je dis, voilà, il intervient directement dans le match. Il préférait peut-être affronter Mike Bailey, Darby Allin, ça renforce un petit peu ce côté, il a un peu peur d'affronter Darby parce qu'il a perdu contre lui. Donc c'est intéressant à voir. On joue beaucoup aux commentaires sur la fatigue de Darby, qui fait voilà, qui défend son titre aussi régulièrement. Darby va réussir à coincer un moment Mike Bailey dans le Scorpion Deathlock. Quand Bailey va attraper les cordes, il va juste subir un coffin drop exécuté rapidement. Puis un nouveau Scorpion Deathlock qui va cette fois-ci pousser Bailey à l'abandon sous le regard de Kevin Knight. J'ai cru à un ou deux moments qu'il y allait avoir peut-être tricherie. En fait, à un moment, Bailey regarde vraiment clairement Kevin Knight. Et autant tout le monde a l'air de penser à un turn de Kevin Knight, mais est-ce que le turn ne viendrait pas de Mike Bailey? Il a pas trop réagi sur MJF qui l'a aidé à tricher en se dégageant en posant son pied sur la corde. Bon après voilà, c'est dans le match, c'est peut-être un élément un peu autre. Et limite, j'ai l'impression que il aurait bien aimé que Kevin Knight le rapproche la corde ou le tire, il tendait le bras vers Kevin Knight plus que vers la première corde. Je me demande s'il n'y a pas un petit quelque chose qui est en train de se construire autour de Mike Bailey. Surtout après le match, où Kevin Knight il va prendre le micro pour féliciter Darby et encourager voilà, son partenaire. Mike Bailey va pas. Alors je sais pas, c'est peut-être pas du très bon jeu d'acteur, etc. Hein, quoi que ce soit. Mais Mike Bailey va pas le regarder de manière ultra heureuse. Kevin Knight va pas l'aider à se relever, donc va avoir un petit peu ce côté de supériorité de Kevin Knight sur Mike Bailey, parce que Mike Bailey va rester au sol tout du long de la delivery de Kevin Knight. D'ailleurs, meilleure promo que la dernière fois là, que Kevin Knight avait pris le micro, alors que pourtant il n'avait pas grand chose à dire hein, cette fois-ci. Mais il y avait quand même une meilleure delivery, il a un peu plus bossé, j'ai l'impression. Il fallait corriger le tir par rapport à la dernière fois. Mais ouais, ça me fait penser à des petites choses. Donc, à voir. Et alors que Jet Speed quitte le ring, MJF, il va venir s'en prendre à Darby dans son dos. Et il va poser avec la ceinture. Il y a cette image-là qui est assez drôle avec.
MJF qui pose sur le coin avec le bald en haut de l'écran avec les gens avec les pancartes, ça c'est bien fait, c'est un joli plan, c'est bien vu. Et ensuite, on va pouvoir enchaîner. Donc là, avec ce premier match de collision, du coup, comme on passe sur ce format 3 heures, on passe à collision dans la foulée. Katsuyori Shibata qui affronte Will Ospreay, un match assez sympa entre les deux, avec un Will Ospreay plus lent. Je trouve qu'il a un meilleur rythme que dans son match contre Ace Austin. Ça doit aider d'affronter Shibata, j'imagine. Mais voilà, Will Ospreay qui finira par emporter via son Hidden Blade. Jolie perf de Katsuyori Shibata, c'est un match sympa. Il n'y a pas grand chose à dire, hein. C'est un match pour préparer Will, pour nous habituer un petit peu au fait qu'il bouge un peu moins vite aussi, avant son match contre Samoa Joe. Et Samoa Joe va se présenter au moment de la rampe après le match pour soutenir Shibata et teaser son match contre Will Ospreay de Double Nothing pour le Owen. Voilà, de toute façon, il y a ce côté un peu sympa de The Ops et Samoa Joe, voilà, qui en veut à Will Ospreay d'être rapproché des Death Riders. D'ailleurs, il y a un moment où Anthony Bowens veut intervenir dans le match et il se fait interrompre par Marina Shafir et il y a Claudio Castagnoli qui surveille le tout. Donc il y a quand même un côté où Will Ospreay il est protégé par les Death Riders. C'est intéressant. J'aime bien là ce qui est fait parce que c'est un peu subtil et ça stagne pas trop pour le moment. Ça me hype un peu le match contre Samoa Joe sans voilà qu'on me pousse à me dire ouais ça va être le match de l'année, etc. Et je trouve que parfois c'est tout ce qu'il faut. Il n'y a pas besoin d'en faire des caisses. Ça fonctionne très bien comme ça. L'histoire a été simple, elle est bien racontée et c'est ce qui manque parfois sur certains des autres matchs. Je pense par exemple là, parce que d'ailleurs on n'en parle pas du tout sur ce show-là, au match entre Kazuchika Okada et Konosuke Takeshita, qui est un match qu'on utilise depuis des mois, voire des années. Bah, il se passe rien sur ce match. Je comprends pas le traitement autour de ce match-là. Mais ouais, je suis un peu. D'ailleurs, il y a mon ami Rémi Filoussi, je vous mettrai le lien de la chaîne dans la description, qui a fait une vidéo sur la rivalité Shibata Takeshita, justement, pour dire à quel point c'était décevant. Donc, je vous redirigerai dessus. Je mets le lien en description, donc n'hésitez pas à aller voir ça et à vous abonner à la chaîne de mon ami des sauveurs de la lutte. Adam Copeland et Christian Cage, qui font globalement la même promo que sur les 2 derniers mois. Rouge, qui tue TJ Crawford en moins d'1 minute. Divine Dominion, qui vont battre Al Valentine et Kayla Lopez en moins de 5 minutes. Voilà, en séquence rapide, de toute façon, on accorde à peu près le même soin à ce récap que Tony Khan n'en apporte à ce collision. Et Main Event FTR contre Roderick Strong et Orange Cassidy pour les titres mondiaux par équipe. On sent que voilà, c'est un match de go home show. On prend pas trop de risques. Roderick Strong il sort quand même une jolie performance. Le match il est pas mauvais intrinsèquement, mais il garde un gros faux rythme tout du long. Avec un Cassidy qui prend la hit pendant un long moment et les pauses pubs qui se font vraiment sentir. Franchement, chaque fois qu'il y avait une pause pub, c'était juste 2 minutes de collier de tête. Bon, on a vu plus intéressant comme match. C'est pour habiller ce collision. Mais très honnêtement, vous regardiez pas le collision. C'était pareil. Le meilleur match de cette partie 2 du show, c'est le Will Ospreay Shibata. Et je veux dire, c'est pas un immanquable non plus. À moins que vous soyez vraiment fan d'un des deux catcheurs. Euh, vous arrêtez aux 2 premières heures de Dynamite, c'est pareil. Franchement, il n'y a rien à voir dans ce collision. C'est pas intéressant du tout. Euh, et quitte à pas faire un truc intéressant, book ta division féminine, quoi. Si t'as rien d'intéressant à dire, vas-y, t'as des meufs dans ton roster qui, je pense, ont qu'une envie, c'est de montrer des trucs. Et tu fais rien, quoi. Et je trouve ça dommage. C'est toujours pareil. T'as plein de matchs de remplissage. Là, je pense. Autant le Will Ospreay Shibata, je comprends son utilité. Le rouge TJ Crawford, oui, bon, bah, rouge, il fait des squash ces derniers temps. Je comprends. On veut le teaser pour un match pour le titre mondial, mais il aura pas battu un vrai compétiteur jusque-là. On veut se garder un truc sous le pied avec rouge. Pourquoi pas, écoute. Ça me pose pas de soucis intrinsèquement, mais c'est dommage, on va dire. Et bon, bah, Divine Dominion qui fait que des matchs de moins de 5 minutes. En fait, c'est un copier-coller des 5 épisodes précédents de Collision qui vient se coller à cet épisode de 3 heures là. Et donc, en général, quand c'est qu'une heure comme ça le dimanche, ça va, ça reste digeste et c'est moins pénible. Là, quand t'as fait 2 heures de Dynamite et que tu viens coller une heure qui est vraiment pas terrible à 2 heures de show plutôt correct, bon, ben, forcément, ça te baisse ton appréciation globale. C'est très mal fait, c'est très mal pensé. Et franchement, si c'est pour faire ça sur une troisième heure,
limite, faut pas faire de collision sur cette semaine-là, hein, faut pas s'embêter. Ou alors, fais un truc un peu intéressant, fais un format original, je sais pas, utilise-la en test pour des futurs épisodes, propose quelque chose. Mais là, il y avait rien à dire, il y avait rien à faire, ils ont rien dit et ils ont pas fait grand-chose. Finalement, FTR va prendre la victoire après un coup de poing américain par Stokely, sans que l'arbitre ne le voie, et ça va conclure cette partie collision. J'ai pas grand chose de plus à dire, c'est décevant. C'est dommage de se finir sur une note comme ça. J'ai trouvé que c'était vraiment pas terrible. C'est peut-être moi aussi, qui est peut-être un peu lassé. Je pense que s'il n'y avait pas de récap, euh, je pense que j'aurais regardé quand même l'épisode. Mais si je faisais pas de récap, je pense que celui de la semaine prochaine, j'aurais vraiment regardé la carte attentivement avant de le lancer, l'épisode. Après, on sera sur un post Double or Nothing, donc peut-être qu'ils vont me relancer ma hype comme à chaque fois. Parce qu'à chaque fois, les pay-per-view, ils sont extraordinaires. Il y a que des matchs super. Et du coup, on met une pièce dans la machine. Et ça donne envie de suivre l'épisode d'après parce qu'il y a eu du super cash, il y a eu des trucs un peu. Il y a eu des rebondissements. Donc on regarde. Mais en fait, est-ce que le meilleur moyen de consommer All Elite, c'est pas seulement de regarder les pay-per-view? Une question que je pose. Peut-être, voilà, peut-être que j'exagère. Je suis déçu, déçu vraiment, et je trouve ça dommage. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Est-ce que vous aussi vous le sentez? Quand je regarde les, après c'est toujours pareil, c'est un peu une bulle parce que c'est les gens que je suis que je vois réagir, et souvent les gens que je suis, j'y suis parce qu'ils ont aussi plus ou moins les mêmes avis que moi. Mais pour ceux qui sont moins présents sur Twitter, par exemple, ou sur Blue Sky, dites-moi si c'est un peu la même chose pour vous, si vous c'est lassant, si les weeklies sont moins intéressants pour vous, est-ce que vous les suivez moins? Est-ce que vous restez complètement engagé dessus? Est-ce que le fait que Darby Allin défende son titre régulièrement, ça vous pousse à regarder les shows? Ou est-ce que justement le fait qu'il défende tous les shows, il y a ce côté où on perd un côté exceptionnel sur ses défenses de titre et du coup ça vous intéresse moins? Je sais pas, dites-moi là-dessus, je suis vraiment curieux pour le coup, premier degré, d'avoir vos avis, c'est pas juste pour l'engagement, c'est que je vois beaucoup d'avis similaires aux miens au global. Donc je suis curieux de voir ce que les gens que je ne suis pas, que j'ai pas l'habitude de voir, pensent aussi. Donc n'hésitez pas à me dire. En tout cas, c'est tout pour ce récap de Dynamite. On se retrouve la semaine prochaine, jeudi à 17h pour le prochain récap. C'était Dumble J pour Squash FM. N'hésitez pas à nous suivre. Salut!